Bonjour, bienvenue dans cette conférence sur l'innovation, l'enseignement supérieur et la recherche. Voici le plan que je vous propose. Après une introduction où l'on ne peut évidemment ne pas parler de la pandémie et de l'influence de la science pour arriver à bout de cette pandémie, je passerai en revue un concept qui s'appelle le triangle de la connaissance, qui est essentiel pour comprendre les mécanismes d'innovation. Ensuite, nous passerons également quelques graphes sur l'innovation dans la société en lien avec la société de la connaissance. Nous aborderons le rôle des universités et des centres de recherche. Et enfin, on terminera par une partie sur la diplomatie scientifique. Poincaré conclut son ouvrage La valeur de la science par cette phrase restée célèbre qui est une belle entrée en matière de cette conférence. La pensée n'est qu'un éclair au milieu d'une longue nuit, mais c'est cet éclair qui est tout. C'est, je dirais, à la base de tout processus d'innovation, cet éclair de la pensée. Alors, il serait difficile de parler de science et d'innovation sans parler de cette année 2020. Si l'année 2005 fut qualifiée d'annus mirabilis ou année merveilleuse où Einstein changea notre conception de l'espace et du temps, vraisemblablement l'année 2020 sera rappelée comme l'annus horribilis très certainement à cause de cette pandémie. Pourtant, en cette fin d'année, la science et l'innovation précisément nous permettent de voir le bout du tunnel. 2020 a vu la science mondiale en lutte contre cette pandémie avec plus de 80 000 publications scientifiques liées à la Covid en moins d'un an. Et sur toutes les parties de la planète, comme vous pouvez voir sur ce graphe. Par comparaison, le télescope spatial de Hubble totalisera uniquement 10 000 publications en une vingtaine d'années de service. Je souhaiterais maintenant vous raconter une histoire. Les deux acteurs principaux sont un couple de scientifiques. Déjà en 2014, dans un article de la revue Nature, ils imaginaient utiliser le langage des bactéries et leur messager ARN pour combattre le cancer et les infections virales. Une passion commune de leur travail fait d'éclairs de la pensée, comme disait si bien Henri Poincaré. Cet article fait également référence à l'importance de financement pour transformer ces éclairs en réalisation concrète. C'est le rôle des startups et du capital risque, on y reviendra. Et leur startup, c'est BioNTech, qui, comme vous les avez reconnus, ces deux scientifiques d'origine turque qui vivent en Allemagne et qui ont fondé la start-up BioNTech et qui réalisera le premier vaccin ARN contre la Covid-19. Et donc, il convenait effectivement de rendre hommage à leur travail. En fait, cette histoire commence au début des années 60, quand les premiers éclairs de la pensée dans le domaine de la biologie moléculaire ont permis de comprendre l'ARN messager. Sur cette ligne de temps, ce sont autant d'éclairs de la pensée, une somme d'intelligence collective, qui a permis la mise au point du premier vaccin ARN. On remarque d'emblée que l'échelle de temps en science est longue. Il faut savoir attendre. Mais cette lenteur est une vraie force dans l'aspect cumulatif du flux de connaissances acquises au fil du temps. Alors c'est toujours tiré de cet article dont je vous parlais à l'instant, dont les auteurs sont les deux fondateurs de BioNTech, dans lequel ils parlent également de l'importance des relations entre milieu industriel et milieu académique. Vous voyez cette figure-là illustre bien l'importance, et cet article est de 2014, j'insiste. Mais ne pas parler de cette année 2020 sans évoquer le prix Nobel de chimie qui a mis en lumière un binôme d'exception pour leur découverte des ciseaux moléculaires
qui peuvent réécrire le code de la vie et ainsi corriger les erreurs génétiques qui causent de nombreuses maladies. Il s'agit bien évidemment d'Emmanuel Charpentier, que vous voyez ici recevant son prix Nobel de chimie, et de Jennifer Doudna, qui a reçu également le prix Nobel de chimie en même temps qu'Emmanuel Charpentier. Alors, effectivement, ici, c'est tiré également d'un article de Science de 2020 à propos de l'importance croissante de cet ARN messager, de ces manipulations génétiques qui permettront dans le futur de soigner des maladies incurables. Maintenant, passons à notre première partie, après cette brève introduction. Et je souhaite vous présenter le concept du triangle de la connaissance. Alors, pour introduire ce concept, j'ai choisi une phrase du physicien prix Nobel de physique Richard Feynman, où on comprend bien toute la puissance de la science. Peu importe qui que vous soyez, si ce que vous prévoyez est contraire à l'expérience, alors ça sera faux. Il y a un jugement fatidique qui n'est pas humain, qui n'est pas subjectif, mais qui est purement objectif. C'est le deuxième aspect, avec l'aspect qu'on a vu au tout début, les éclairs de la pensée, c'est le jugement de la nature. Il peut être cruel, mais il peut être merveilleux aussi. On peut découvrir des choses complètement inattendues. Et c'est ce qui fait la force de la science. Ce n'est pas du tout subjectif. Et cette phrase de Feynman, je trouve, qui est un des plus grands physiciens du siècle passé, illustre remarquablement bien le cœur du progrès scientifique. Alors maintenant, passons au triangle de la connaissance. Le concept du triangle de la connaissance permet de comprendre les mécanismes qui sont à l'origine de l'innovation. Il décrit les relations nécessaires au bon fonctionnement de l'innovation dans le triptyque recherche, enseignement supérieur, innovation. Il souligne l'importance du flux de la connaissance qui doit diffuser pour être utilisé notamment en innovation dans les entreprises. En retour, les entreprises investissent dans leurs relations avec les universités par des bourses de thèse. C'est donc un concept gagnant-gagnant. Mais pour amorcer le processus et renforcer ainsi le développement en recherche et développement des entreprises européennes, comme on le verra, la Commission européenne a fait du triangle de la connaissance un outil de politique stratégique. C'est les programmes cadres de financement de la recherche. Donc c'est une étape clé dans les mécanismes d'innovation. Alors, passons au paragraphe 2. Il s'agit ici d'essayer de mieux comprendre un peu ce que c'est que l'innovation, comment c'est lié à la science, et on vient de voir qu'il existe de nombreux facteurs qui conduisent à l'innovation dans le cadre du développement du vaccin ARN de BioNTech. C'est à la base un processus de transfert de connaissances. J'insiste sur le transfert de connaissances. Le flux de connaissances, c'est quelque chose de très important. Et la conséquence, c'est la mise en place de brevets. Dans ce cas, c'est la mise en place d'un brevet ARN pour créer un vaccin contre la Covid. Il y a donc un flux de connaissances et un effort en recherche et développement. Ces deux aspects sont essentiels. C'est pour ça que cet exemple d'introduction est très intéressant. Maintenant, à l'échelle d'un pays, il existe d'autres facteurs, comme la performance des institutions, le poids de la recherche et développement, la réglementation, etc. Donc, tous ces facteurs qui sont quantifiés, mesurés, permettent de suivre les performances et de comparer les pays, un peu comme dans ce classement de l'Institut Bloomberg, où ici on voit également la carte mondiale, plus exactement, du pays en fonction de ce qu'on appelle les économies les plus innovantes. Donc ça, c'est des facteurs de mesure. On a un autre classement également ici, toujours dans Bloomberg, qui sont les
les 10 pays les plus innovants en 2020. Donc on voit que l'Allemagne arrive en tête et que nous sommes en France en 10e position. Alors maintenant, je voudrais vous parler, donc ça c'est les indicateurs qui prennent en compte les processus d'innovation, mais également l'économie au sens large, etc. Maintenant, si on veut se concentrer plus précisément sur l'innovation, ce qui est intéressant, c'est d'avoir des indicateurs spécifiques. Et il existe des indicateurs spécifiques. Ici, je vous présente ce qu'on appelle le Global Innovation Index, en abrégé G2I. C'est un indicateur composite qui comprend 80 éléments de mesure répartis en 7 piliers. Vous avez les 7 piliers ici, donc 5 piliers à gauche qui capturent l'économie nationale et 2 piliers à droite qui sont très importants, qui sont spécifiques au processus d'innovation, par exemple le nombre de brevets, de publications scientifiques, etc. Donc avec ces indicateurs, on peut classifier les pays plus précisément sur le mécanisme de l'innovation. Et c'est ce qu'a fait ce Global Innovation Index. Et on voit que dans ce classement, le pays en tête, alors c'est très détaillé, hein, vous voyez, il y a tout en revue, c'est noté comme une copie de concours, on va dire. Hein. Donc la Suisse apparaît comme le meilleur élève et la France arrive à la 12e place. Donc on voit que le classement de Bloomberg sur les économies, etc., on est grosso modo à la 10e place. On est un pays qui est quand même relativement bien innovant. La comparaison avec la France et la Suisse nous permet aussi de comprendre nos faiblesses et d'améliorer le processus global d'innovation. L'intérêt également de cet indice, c'est qu'il permet d'avoir plus d'informations, comme on le voit sur cette figure, qui représente l'indice d'innovation G2I par pays en fonction du produit intérieur brut par habitant et par parité de pouvoir d'achat. L'élément important est l'existence d'une corrélation entre innovation et développement. En gros, les économies les plus développées sont les plus innovantes. Pourtant, comme vous le voyez sur la partie droite en bas, certaines économies ne vérifient pas ce schéma. Donc il existe une tendance. On peut dire que plus une économie se trouve proche de cette ligne, meilleure est sa performance par rapport à son niveau de développement et donc par rapport à d'autres économies comparables. En revanche, les économies situées en dessous de cette ligne de tendance sont celles dont les performances en innovation sont donc inférieures aux attentes. Alors, juste un dernier point, il existe d'autres indices. Hein. Ce tableau résume d'autres indices. C'est tiré d'un article. Je mets les références en bas à droite. Hein. J'ai oublié de le mentionner au début. Toutes les références que j'utilise, vous pouvez les retrouver ensuite par le petit copyright en bas à droite. Ce tableau représente notamment l'indice d'innovation, l'Innovation Output Indicator, qui a été introduit en 2003 par la Commission européenne pour suivre précisément les politiques nationales en Europe en matière d'innovation. Donc c'est un indice qui est plutôt calibré pour les pays européens et qui permet de suivre les différentes économies. Donc comme son nom l'indique, c'est un indicateur de production d'innovation, Output Indicator. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on voit sur cette figure, on a beaucoup de pays européens, puis d'autres pays hein, comme le Japon, notamment, on voit à droite. Et donc cette figure montre la corrélation entre l'indice européen d'innovation et les dépenses de recherche et développement, sur la ligne en bas, en abscisse. Il existe toujours, ce qu'on remarque ici, comme précédemment dans l'autre courbe que je vous ai montrée, une tendance générale entre l'augmentation de dépenses en recherche et développement et la qualité en innovation, c'est-à-dire cette mesure, cet indice. Mais ce qui est intéressant au niveau européen, c'est que cet indice permet de montrer des différences entre pays européens et ainsi de mieux orienter ensuite les politiques stratégiques au niveau de l'UE ou des politiques spécifiques des pays. Alors quand on parle d'innovation, on parle souvent des licornes, c'est-à-dire des startups à plus d'1 milliard de dollars. Et lorsqu'on cherche à comprendre où les fondateurs de ces licornes ont obtenu leur diplôme, il apparaît clairement que les universités qui arrivent en tête sont les universités américaines, comme c'est indiqué sur ce graphe qui est tiré d'un rapport de l'Union européenne de 2018. En gros, il existe un schéma géographique lorsqu'on analyse les établissements supérieurs qui produisent de l'innovation en termes de grosses startups, hein, donc de licornes.
Il apparaît ainsi que l'Europe est un petit peu en retard dans la création d'écosystèmes, on va dire comme ça, d'écosystèmes entrepreneuriaux dynamiques, avec seulement 5 sur les 10 mondes. Donc le cas, comme on l'a vu, ce tableau nous permet de voir également les différents systèmes. Donc on voit Paris qui arrive en 11e position, on voit bien évidemment la Silicon Valley, et on voit donc que les points européens sont en bleu ciel. Donc, si on se rappelle l'exemple du début, la startup BioNTech, c'est symptomatique sans doute, puisque la difficulté de trouver des fonds pour soutenir une recherche, donc c'est tout le problème des capitaux risques, hein. Ici, on voit en fonction des pays le, le financement des startups. Alors, quand on parle d'innovation, on ne peut pas évoquer les domaines. Quels sont les domaines? Donc, grosso modo, on a un panorama. Ici, c'est celui d'un rapport de 2016 de l'OCDE qui nous montre les les différentes technologies, hein, les tendances, on va dire les tendances du futur. Et les 10 premières technologies, ce qu'on peut noter dans ce rapport, c'était les objets connectés, donc par exemple tout ce qui va arriver avec la 5G, les big data, l'intelligence artificielle, les neurotechnologies, les nanosatellites, les nanomatériaux, les nouveaux procédés de fabrication, comme la fabrication additive, par exemple à partir de fichiers numériques, tout ce qui est les ateliers de fabrication numérique notamment. Le stockage de l'énergie, la biologie de synthèse et en 10e le blockchain. Alors, pour poursuivre dans ces comparaisons en recherche et développement, puisqu'on a vu que c'est un élément essentiel de l'innovation, maintenant, si on compare un peu l'ensemble des pays, on voit que sur ce graphe, tiré toujours du rapport de l'Union européenne, la Corée du Sud, le Japon, les États-Unis ont des intensités de recherche et développement nettement plus élevées que l'Europe, bien que l'écart entre l'Union européenne et le Japon se soit réduit. Alors on parle souvent des 3% de dépenses R&D. Là, on voit clairement que cette valeur rapportée au produit intérieur brut, hein, bien évidemment, c'est un des grands objectifs de l'Union européenne, visant précisément à créer une économie plus inclusive pour avoir à la clé, effectivement, des emplois. Maintenant, si on regarde, dans le domaine dans le domaine public des investissements en recherche et développement, on remarque que l'Europe reste un acteur majeur en recherche et développement en termes d'investissement R&D. Donc, l'Union européenne a une des plus fortes dépenses publiques. Elle a rattrapé le Japon et les États-Unis. Et je vous disais en introduction, avec le triangle de la connaissance, c'est l'aspect des grands projets européens qui sont discutés lors de sessions du Parlement européen. Sur cette figure ici, on voit le Parlement européen. Cette figure est extraite d'un article de la revue Scientific Nature de mai 2019 à l'occasion du nouveau programme Horizon Europe. Vous voyez donc le programme à 100 milliards d'euros. Et c'est une première dans l'histoire européenne de franchir ce cap de financement pour un programme de financement européen dédié à la recherche-développement. Donc c'est une première. Et donc un journal britannique va consacrer une série d'articles à l'action européenne, une série d'articles très intéressants et qui montrent notamment l'attractivité pour les chercheurs de venir travailler en Europe. Donc c'est un article très bien, une série d'articles. Alors maintenant, si on regarde le programme Horizon Europe, qui est le successeur d'un programme bien connu qui s'appelait Horizon 2020 ou H2020, qui avait à l'époque un budget non négligeable de 75 milliards d'euros. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que cet article de Nature mentionne une étude de 2017 qui montre que le programme H2020 générera près de 400 milliards d'euros de gains dans l'économie européenne d'ici à 2030. C'est donc en fait un très bon investissement d'investir dans la recherche et le développement, dans le lien entre les universités, les laboratoires de recherche, les startups et plus généralement l'économie.
Alors, toujours extrait de la revue, des articles de la revue Nature de mai 2019, ce graphique est également très intéressant parce qu'il montre les bénéficiaires de H2020. Il apparaît clairement que ce programme a été un magnifique outil de diplomatie scientifique et d'influence de l'Union européenne. Alors maintenant, si on parle budget, donc c'est toujours je prends cette référence de la revue Nature, ces graphiques montrent la montée en puissance des investissements en recherche et développement votés par la Commission européenne au fil du temps. Donc on remarque des étapes clés, comme l'introduction en 1994 des bourses individuelles Marie Curie pour les jeunes talents scientifiques. Ça a permis d'attirer des jeunes scientifiques brillants du monde entier dans des laboratoires européens. La création en 2007 du Conseil européen de la recherche, qui est très important pour mieux se coordonner au niveau des politiques européennes et en lien avec les politiques nationales, évidemment. L'innovation est maintenant au cœur du nouveau programme Horizon 2020 avec un budget très important. On voit clairement la partie de l'open innovation, les clusters, open science, toutes ces nouvelles parties sont vraiment au cœur de ce nouveau budget Horizon Europe à plus de 100 milliards d'euros. Alors juste pour terminer en matière humoristique, on voit que ici nos amis britanniques nous dans la revue Nature ont réparti les gains et les pertes en fonction de 1 euro investi dans ce projet européen, et on voit effectivement que la Grande-Bretagne n'est pas un pays perdant, en fait. Donc ça, c'était assez amusant de voir cette analyse dans cette revue Nature. Alors maintenant, plus sérieusement, passons donc à la recherche et développement au niveau privé, donc au niveau des entreprises, ce qui va être essentiel pour les startups. Comme on l'a vu au départ, la startup BioNTech avait besoin de financement, donc l'investissement dans le privé. Et ce graphique est intéressant parce qu'il permet une comparaison au niveau mondial. Et en matière de recherche et développement privé, on remarque que la Chine a multiplié par 3 ses dépenses en 15 ans. La Corée du Sud, avec 3,5%, est la première sur cette période. Et elle a dépassé le Japon. On remarque également une relative stagnation des dépenses en Europe et aux États-Unis, et l'écart entre l'Europe et ses voisins sur le plan industriel. Cela traduit, bien évidemment. Maintenant, si on fait un focus, un zoom en quelque sorte sur les dépenses mondiales par entreprise et par secteur, on remarque ici, ce graphique en boîte qui est très intéressant, que le secteur pharmaceutique et des biotechnologies arrive en deuxième position derrière celui des technologies de l'information et de la communication, qui est bien connu, mais le secteur pharmaceutique est également très important. Passons maintenant aux entreprises proprement dit. Donc ce graphe nous montre le poids des dépenses de recherche et développement dans la croissance globale des entreprises. Et il est très important de constater que les grandes entreprises de recherche, pour les grandes entreprises de recherche et développement, hein, si on voit Samsung, alors il y a les entreprises du net qu'on connaît bien, mais on voit Samsung, on voit Volkswagen, on voit General Electric ou d'autres entreprises. Hein, et pour ces grandes entreprises, l'innovation, c'est une composante vitale de la stratégie commerciale. Et ce graphique le montre bien sur toutes ces entreprises. Maintenant, si on essaye de se concentrer sur les endroits qui permettent l'innovation, en quelque sorte les clusters qu'on va appeler. Donc cette carte du monde, sur la gauche, nous permet de visualiser les 100 premiers clusters en sciences, technologie, innovation, avec un focus à droite sur l'Europe. Et donc, cette carte permet d'identifier les régions géographiques les plus actives en termes de densité d'invention et de publication
scientifiques. Donc l'analyse détaillée des clusters au cours du temps montre une bonne activité en intensité en Europe, même si, en absolu, l'intensité est moindre que certains clusters asiatiques. Alors maintenant, j'aurai une série de transparents où on va se concentrer un peu sur la partie française de l'innovation et sur la recherche et développement. Donc, le poids de recherche et développement, on voit que les entreprises en France emploient 275 000, un peu plus de 275 000 personnes en équivalent temps plein, en fait, en équivalent chercheur temps plein, ce qu'on dit, en fait, et dont 187 000 en recherche et développement. Donc les dépenses sont à 34 milliards d'euros et en termes de pourcentage de PIB, c'est 1,44. Et donc les régions, il apparaît sur cette carte de France, en fait, hein, sur les données 2018 du MESRI, en fait, il apparaît clairement que l'Île-de-France, la région qui investit le plus et qui a le plus grand nombre de chercheurs équivalents temps plein. Bon, ça, c'est pas une surprise, mais en deuxième et troisième position, on voit la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie. Donc l'Occitanie avec la partie spatiale. Maintenant, si on se concentre sur le nombre de brevets, c'est-à-dire sur en quelque sorte l'output des processus innovants, cette figure, ces camemberts là, nous montrent l'évolution de la distribution mondiale de brevets en intelligence artificielle entre deux périodes, 2000-2005 et 2010-2015. Donc il apparaît clairement que le Japon est la première économie mondiale des inventeurs en matière d'intelligence artificielle sur les deux périodes, bien que son leadership se soit un petit peu affaibli. La part de l'Europe, quant à elle, est passée de 19% à 11%, ce qui semble indiquer que l'Europe manquerait le train de l'intelligence artificielle. Alors, c'est extrait d'un rapport de l'Union européenne de 2018. Au sein de l'Europe, puisqu'on a effectivement la répartition, l'Allemagne reste le leader dans ce domaine. En termes de brevets, il y a un autre secteur très important, c'est le domaine spatial. Ce graphe montre les clusters en termes de brevets dans le spatial, et on retrouve grosso modo les clusters mondiaux qu'on a vus dans la carte précédente. Et on remarque également une très bonne performance des régions françaises dans cette compétition, ce qu'on avait vu notamment la région Occitanie et puis la région Île-de-France. Alors, toujours dans le programme de financement européen pour booster, pour renforcer les mécanismes d'innovation et surtout le lien entre les startups et le milieu industriel, l'Europe, dans son programme, l'Union européenne avait financé dans le programme H2020 des projets phares aux frontières de la science, et j'en ai extrait un, en fait, c'est des projets vraiment conséquents, à 1 milliard d'euros. Et donc il y a un projet qui était le projet sur la compréhension du cerveau. Donc c'est un domaine, ce qu'on attend, qui devrait permettre des percées scientifiques qui seront les innovations de demain dans le domaine des nouvelles technologies. Alors passons maintenant au rôle des universités et des centres de recherche. Alors nous avons passé en revue les aspects liés à l'importance de l'investissement en recherche et développement, mais il y a un autre aspect tout autant essentiel dans l'innovation, c'est le capital humain. C'est notre introduction sur les éclairs de la pensée, la phrase de Henri Poincaré. Cette sous-section aborde les différents aspects du capital humain dans nos sociétés de la connaissance, et les universités ne sont plus seulement chargées de transmettre le savoir, le studium, elles participent activement à la création de connaissances nouvelles et sont donc un maillon essentiel du processus d'innovation. Ce graphique nous montre que l'évolution du nombre d'étudiants de 2000 à 2015 est passée au niveau mondial de 100 millions à près de 200 millions. L'Union européenne capitalise 10% de ce nombre, tout comme les États-Unis. La Corée du Sud est le pays qui a la plus forte proportion relative,
d'étudiants en sciences et technologies. C'est le graphique de droite. Alors maintenant, à l'instar donc des indices d'innovation qu'on a vu précédemment qui permettent de classer les pays en termes d'innovation, il existe aussi des indices pour les universités, comme le nombre de prix Nobel parmi les staffs ou les alumni, le nombre de publications dans des revues les plus citées, le nombre de chercheurs très cités, etc., qui permettent de comparer les universités. Donc c'est vraiment des éléments de mesure et de comparaison. Et cette diapositive représente le classement mondial des universités en utilisant deux méthodes, le classement de Shanghai et le Times. Les universités des États-Unis dominent le classement des 20 premières universités mondiales, avec 15 universités pour 5 universités européennes. Mais si on regarde le classement des 200 premières universités au niveau mondial, on voit que l'Europe fait jeu égal avec les États-Unis. Alors maintenant, si on regarde un aspect très important également, c'est le nombre de chercheurs. Alors comment on compare ça? On compare ça en équivalent temps plein, qui est une mesure de la vitalité de la recherche. Et ce graphique montre le pourcentage des chercheurs dans l'emploi total du pays, ainsi que le pourcentage, en bleu foncé, des chercheurs dans le privé. Donc on voit que les pays les plus innovants ont un nombre élevé de chercheurs proportionnellement à l'emploi total et un nombre important de chercheurs financés par le privé, comme on voit sur le Japon et la Corée notamment. Donc c'est également des éléments de mesure qui permettent de comprendre comment faire pour avoir une économie plus innovante. Alors les pages, donc avec le logo en haut à gauche RF, sont un focus sur la situation de la France. Donc dans le classement de Shanghai de 2020, la France compte maintenant une université dans le classement très sélectif des 20 premières universités mondiales, qui est l'université de Paris-Saclay, à la 14e place. Au total, donc maintenant, si on regarde le nombre d'étudiants en France, au total, on a 2,7 millions d'étudiants qui sont inscrits en 2019-2020 dans l'enseignement supérieur. C'est les chiffres du MESRI. 1,5 million dans les universités, 120 000 dans les IUT, 260 000 dans les sections de techniciens supérieurs, 140 000 en école d'ingénieurs et près de 180 000 dans les écoles de commerce. Alors, si on regarde maintenant en termes d'effectifs au sein de l'université, c'est près de 900 000 étudiants dans le cursus licence, 3 premières années de l'université, près de 600 000 dans le cursus master, donc Bac plus 5, et seulement 56 000 en doctorat. Or, il est établi que le doctorat est fortement relié à l'innovation. Il faut en effet générer le plus possible d'éclairs de la pensée, en quelque sorte, pour trouver des nouvelles technologies ou des nouvelles recherches. Alors maintenant, si on regarde les étudiants étrangers inscrits à l'université en France en 2017-2018, ils sont près de 240 000, soit 15% de la population universitaire. Mais si on ne compte que les étudiants en mobilité de diplôme, cela représente, donc on le voit sur le graphe en bas à gauche, 176 000 étudiants. Alors maintenant, si on regarde en détail quel est le cursus suivi par ces 176 000 étudiants, donc la majorité sont inscrits en master pour 80 000, ensuite le cursus licence pour un peu plus de 73 000, et remarquons qu'en 2017-2018, il y avait près de 21 000, un peu plus de 21 000 étudiants étrangers inscrits en doctorat, soit plus de 30% des effectifs en France de cette filière, donc ce qui est une proportion très importante. Maintenant, si on regarde, c'est toujours les chiffres du MESRI, donc il peut peut-être y avoir des petits écarts par rapport à d'autres chiffres. Si on examine la provenance des étudiants étrangers, les 3 premiers pays, toujours pour cette période, 2017-2018, j'insiste, c'est en tête l'Algérie, suivi du Maroc et de la Chine. Alors maintenant, je voudrais brièvement quand même présenter les statistiques du pôle enseignement supérieur recherche de l'ambassade de France en Algérie.
et mentionner que nous avons deux axes principaux, un axe de formation doctorale avec deux programmes ubercuriens, le PHC Tassili, le PHC Maghreb, ainsi qu'un programme de formation doctorale appelé programme Profas B+. Ensuite, un deuxième axe qui s'occupe de l'employabilité à Bac+3 par le réseau des instituts des sciences et techniques appliquées et à Bac+5 avec le réseau mixte des écoles d'ingénieurs. Donc on voit sur ce graphe la distribution en termes de bourses de mobilité. On voit que les programmes de mobilité doctorale sont très importants dans notre coopération universitaire. Alors, ici, j'ai fait un focus sur le PHC Tassili, qui c'est des chiffres de juin 2020, la sélection de juin 2020, donc c'est récent. C'était un programme qui fête ses 40 ans cette année, donc c'est un peu pour le célébrer également, puisqu'on n'a pas eu cette possibilité à cause de la pandémie de faire un événement spécifique. Donc c'est le premier programme de coopération bilatérale de formation par la recherche entre la France et l'Algérie, qui a vu le jour en 1980. En 1986, un comité mixte d'évaluation et de prospective est chargé de coordonner ce programme. Les principaux objectifs sont de renforcer la formation des jeunes chercheurs, d'encourager l'émergence de projets interdisciplinaires et de favoriser la création de réseaux. La durée maximale de chaque projet est de 3 ans pour les thèses en co-tutelle ou en co-direction. Alors sur cette carte, on voit la distribution d'un autre programme très intéressant, c'est le programme des Instituts des sciences et techniques appliquées, ou ISTA, qui est un programme phare de notre coopération algéro-française qui permet de renforcer la qualité des formations diplômantes, c'est des licences professionnelles, donc un Bac+3, par des missions d'experts du réseau des IUT français que l'on remercie de participer à cette coopération très dynamique. Maintenant, si on regarde un autre aspect, j'en reviens au niveau mondial, hein, toujours sur cette innovation, recherche et enseignement supérieur. Donc à l'échelle mondiale, la science est reconnue comme un atout indispensable pour comprendre et relever les défis économiques et sociétaux. En termes de productivité globale, l'Europe est en tête devant les États-Unis, la Chine, avec une avance qui s'est maintenue dans le temps. Donc en 2020, l'Europe et les États-Unis dominent la production mondiale de la connaissance avec 2/3 de la production. Ça, c'est conséquent. Toujours pareil, des investissements massifs en Chine ont permis de passer de 2,7% en 2000 à 17% en 2016. Dans le même temps, les États-Unis ont rattrapé leur retard par rapport à l'Europe. Donc ça, c'est un graphe tiré toujours du rapport de l'Union européenne de 2018. Alors maintenant, une carte mondiale de l'UNESCO, nombre de publications, chercheurs équivalents temps plein. Donc on voit que la science nécessite des investissements, des infrastructures, un environnement politique propice, mais sa ressource la plus importante, c'est son personnel. Il en résulte que la recherche reste concentrée, on le voit, dans peu d'endroits, et c'est clairement visible sur cette carte mondiale de l'UNESCO. Alors, toujours pour avoir des sources différentes, j'ai tiré ce graphique d'un rapport de la Royal Society de 2010, donc qui montre la forte dimension européenne de la recherche. Donc collectivement, on voit que les 27 rivalisent avec les États-Unis en termes de chercheurs et également de publications. Alors, concentrons-nous plus spécifiquement maintenant sur l'Europe. Donc, malgré les projets accomplis dans la construction de l'espace européen de la recherche, de nombreux pays sont inférieurs à leur poids public en recherche et développement. Ce qu'on voit sur ce graphe, ce qui dénote des faiblesses persistantes et nécessite des investissements soutenus. Donc, en quelque sorte, ce graphe à gauche nous permet de mieux suivre les performances en termes d'innovation par rapport à la recherche-investissement. Sur la droite, ce qu'on remarque, c'est que la collaboration internationale qui s'est mise en place en Europe et ailleurs, bien évidemment, devient de plus en plus importante et conduit à une amélioration de la qualité scientifique telle que mesurée par l'impact des citations et des copublications, qui est plus important que celui des publications nationales. Donc ça, c'est un élément de mesure également, l'importance des copublications, d'où les projets conjoints qui sont très importants pour renforcer la coopération.
Alors maintenant, c'est un tableau qui est extrait d'un graphe de l'HCRS, et on voit que la France reste dans le peloton de tête en matière d'excellence scientifique, puisqu'elle est classée au quatrième rang dans la part des prix Nobel et au cinquième rang dans celui des publications les plus citées. Alors toujours de l'HCRS, ce graphique qui provient du même rapport compare les États-Unis et la France dans le domaine scientifique. La moyenne mondiale figure en pointillé noir sur ce graphique et on remarque bien évidemment l'excellence française en mathématiques. Donc si on reste dans le domaine mathématique, eh bien, on voit que dans le classement de Shanghai 2020, la France est au deuxième et troisième position, ce qui est quand même remarquable. Par contre, ce qu'on sait moins, mais qui est très intéressant justement ces classements internationaux, c'est que euh, en matière d'écologie, qui est un domaine d'actualité, l'université de Montpellier est à la deuxième place au niveau mondial et l'Europe comporte 7 universités dans les 10 premières. Donc toujours dans les classements mondiaux, en physique, domaine traditionnellement d'excellence des universités américaines, la France place 2 universités dans les 10 premières du classement mondial. Alors maintenant, si on regarde les centres de recherche en Europe, ça c'est un classement Chimago, des instituts de recherche au niveau européen. Le CNRS occupe la première place et l'INSERM arrive à la troisième place en 2020. Alors là, je vous ai donné les indices de mesure, donc ça peut changer d'une agence de mesure à une autre. Donc voilà, dans ce classement Chimago. Alors, bien évidemment, un autre aspect important, j'en ai parlé au début, c'est le flux de la connaissance. Donc la science se nourrit de l'ouverture, des échanges des idées, de connaissances, du transfert des données, de la mobilité des chercheurs. Donc le flux de la connaissance est essentiel dans une société de la connaissance. Ces échanges se traduisent par une augmentation du nombre de copublications pour tous les pays. C'est ce qu'on remarque sur ce graphique en bas. Alors pour la France, ici c'est les données du MESRI, on voit que l'accès ouvert aux publications est un élément important du flux de la connaissance et du renforcement des capacités scientifiques. Donc en France, la moitié des publications est maintenant en accès libre. Cet accès est plus facile, permet une plus grande diffusion de la connaissance au sein de la société. Donc ça c'est pareil, c'est un élément de mesure important pour progresser. Alors maintenant, l'interdisciplinarité, ce graphique est très intéressant, tiré du rapport de la Royal Society, qui montre que l'interdisciplinarité est un aspect important du développement de la science. Ce qui était l'objet un jour de recherche deviendra demain un outil d'investigation pour de nouvelles découvertes. C'est le cas de la hadrothérapie développée au CERN pour soigner les tumeurs. On étudiait les faisceaux de protons, maintenant on utilise des faisceaux d'ions pour aller taper sur des cellules cancéreuses, notamment dans le cerveau, des endroits où c'est plus délicat, d'autres méthodes. Dans le domaine des domaines émergents comme les biotechnologies, la biologie synthétique dépasse les frontières entre sciences physiques, sciences de la vie, entre sciences, ingénierie. Donc l'interdisciplinarité, c'est quelque chose d'essentiel. Donc un des aspects de la recherche et développement sont les brevets. Et on remarque ici que le Japon, l'Europe, la Corée sont très efficaces en termes de production de brevets, plus que la Chine et les États-Unis. Maintenant, alors un aspect non négligeable, c'est l'impact sociétal de la science. Ça, c'est tiré d'un livre sur la Big Science. C'est un livre très intéressant qui montre tous les enjeux. Il n'y a pas seulement l'impact direct sur l'économie, il y a l'impact sur les ressources humaines, sur l'impact sociétal, sur les politiques publiques. Donc c'est maintenant quelque chose de complexe qui est lié dans notre monde et qui en fait partie. Donc ces 20 dernières années, la science a beaucoup évolué avec la naissance de ce qu'on appelle des grands projets de collaboration autour de très grands instruments, ce qu'on appelle maintenant la Big Science. Et l'Europe, il se trouve, est à la pointe dans ce domaine, comme le remarque cet article que j'ai voulu présenter. C'est un article du magazine américain Science de 2020. Donc là, cette photo, c'est des détecteurs au CERN. C'est vraiment des grosses collaborations à 2000, 3000, 4000 personnes. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle la Big Science. Maintenant, un autre aspect également, c'est les consortiums pour les grandes infrastructures. Alors donc ça, c'est tiré d'un document de l'ESFRI
qui montre toutes les grandes infrastructures de recherche au niveau européen. Donc il illustre les nombreux instruments en place et à venir pour maintenir le niveau d'excellence. Parce que les grandes infrastructures, c'est coûteux. Si on se met à plusieurs pour les financer, c'est plus facile, plus de chercheurs peuvent en bénéficier. Donc cet aspect coopératif est essentiel. Les outils sont extrêmement coûteux et c'est plus du domaine d'un laboratoire, voire d'un seul pays. Les échanges, on l'a vu également, hein, l'échange de l'information au cœur de notre société. Donc ici, c'était extrait toujours du rapport précédent qui illustre un réseau européen qui connecte les universités et les centres de recherche. Meilleure diffusion de l'information, de connexion, rapidité, le transfert, ça facilite les collaborations et donc la recherche et par là l'innovation. Alors une des belles réalisations au niveau européen, c'est la création de l'Agence spatiale européenne avec 22 membres. C'est la troisième au niveau mondial en termes de budget après la NASA, l'agence chinoise. Alors maintenant, passons à la dernière partie, la partie diplomatie scientifique. Hein. La science, c'est une langue universelle qui établit des vérités intangibles. Le théorème de Pythagore reste toujours vrai, plus de 2500 ans après cette découverte, et le restera. Cette universalité en fait un outil naturel de la diplomatie. On peut s'opposer sur tout, mais s'accorder sur la vérité du théorème de Pythagore et plus généralement sur les vérités scientifiques. La science permet donc de maintenir le contact même quand tous les autres liens sont rompus. Et en cette année où nous fêtons le 75e anniversaire de l'UNESCO, la phrase de Claude Lévi-Strauss reste plus que jamais d'actualité. C'est un élément essentiel pour le progrès scientifique et également le progrès de l'humanité. Alors maintenant, j'aimerais faire un focus sur deux aspects intéressants, trois aspects. Ici, vous avez présenté, c'est tiré de la page du CERN. Le CERN, le Centre européen de la recherche nucléaire, c'est un bel exemple de diplomatie scientifique et c'est un enfant de l'UNESCO. La naissance du CERN doit beaucoup à la rencontre d'un jeune diplomate français en poste aux Nations Unies à New York, François de Rose, avec le physicien américain Robert Oppenheimer. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, Oppenheimer comprit que l'Europe, très affaiblie, risquait une fuite massive de ses cerveaux vers l'ouest ou vers l'est. Il suggéra à François de Rose un projet européen mobilisateur pour garder les cerveaux en Europe. Et François de Rose en parla à Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, et avec Francis Perrin, directeur du commissariat à l'énergie atomique, le CEA, il rechercha le soutien dans les autres capitales européennes. Et c'est le 17 décembre 1951 qu'eut lieu une réunion décisive au siège de l'UNESCO à Paris. D'éminents scientifiques de toute l'Europe participèrent à cette réunion. Thomson pour le Royaume-Uni, Werner Heisenberg pour l'Allemagne, Niels Bohr pour le Danemark, Francis Perrin pour la France. Au total, 21 délégations, y compris des institutions comme le Conseil de l'Europe. Alors François de Rose raconte qu'au début, la Grande-Bretagne, l'Allemagne n'étaient pas favorables à cette idée, mais cette réunion dégagea un consensus autour d'un petit nombre de pays, la France, la Suisse, l'Italie, le Danemark, la Belgique, la Yougoslavie, pour construire une nouvelle machine. La Suisse proposa le CERN, et en 1953, 2 ans après, donc après sans doute beaucoup d'autres réunions, la convention qui créa le CERN fut ratifiée par 12 membres fondateurs. La convention entra en vigueur en 1954. À ce jour, le CERN compte 23 membres. Et le web a été inventé en 1989 au CERN, avec de nombreuses autres découvertes très importantes. J'ai parlé de la hadrothérapie, bien évidemment. Donc ça, c'est un aspect très intéressant de la diplomatie scientifique, comment au lendemain de la guerre, le CERN, l'idée du CERN a germé dans l'esprit de Oppenheimer et grâce à un diplomate, François de Rose. Alors un autre aspect également, hein, c'est les observatoires européens australes, donc l'observatoire de l'Europe en quelque sorte. En 2035, l'Europe possédera le plus grand télescope jamais construit, le télescope géant européen avec 39 mètres. Une nouvelle fois, c'est le résultat d'une collaboration européenne en matière de recherche qui
qui a débuté en 64. Toujours pareil, la ligne de temps, le chemin est long, mais c'est cumulatif en termes d'équipement, en termes de recherche, en termes de découverte. C'est l'aspect important de la connaissance, du processus de la connaissance. Maintenant, pour conclure cette diplomatie scientifique, je souhaiterais vous parler du projet ITER, que tout le monde connaît, qui est le but de domestiquer l'énergie des étoiles sur Terre, et ce projet est né de tensions au moment de la guerre froide. En pleine guerre froide, dans une course effrénée aux bombes atomiques, les conférences des Nations Unies de Genève ont permis de garder le contact entre les deux blocs. C'est ce que fut appelé l'esprit nucléaire de Genève. La première conférence qui eut lieu à Genève en 1955 permit d'établir, à un moment de crise politique, des contacts qui n'existaient plus au niveau politique. Des contacts scientifiques, des contacts entre les scientifiques, et on va le voir, c'était essentiel. Donc c'est lors de la deuxième conférence sur l'utilisation pacifique de l'atome qui s'est tenue à Genève en 1958 qu'a été jetée les bases de ce qu'on appelle aujourd'hui ITER. C'est encore à Genève, en 1985, que Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev se sont rencontrés pour discuter de points stratégiques, et la déclaration commune du 21 novembre 1985 fut une étape essentielle vers la construction d'ITER pour une utilisation pacifique de l'atome. L'Agence internationale de l'énergie atomique décida en 1988 la mise en place d'un consortium pour développer un réacteur expérimental dans la fusion thermonucléaire. La décision de construire ce projet en France fut prise en 2005 et la construction commença en 2010. Alors nous arrivons au terme de cette présentation. Je respectais le timing, un peu moins d'une heure, 50 minutes, un peu plus. Donc cette conclusion, j'aimerais vous présenter une phrase que j'aime beaucoup. C'est une phrase du physicien russe qu'on voit ici à gauche, avec un autre physicien très intéressant qui est Georges Gamow, et au milieu c'est le fils de Niels Bohr, prix Nobel de physique danois. C'est l'extrême puissance de la science qui nous permet de découvrir et de comprendre ce que l'esprit humain ne serait pas capable d'imaginer. Et en conclusion, en cette année martienne où la planète Mars était proche de nous, je vous amène à un voyage autour de Mars par la sonde européenne Mars Express, qui permet de visualiser le site d'atterrissage de la prochaine sonde américaine qui arrivera sur Mars en février 2020. Ces images ont été essentielles pour déterminer le lieu précis où cette sonde américaine va se poser. C'est remarquable et je vous remercie. Je vous quitte sur ces images et je vous remercie de votre attention. Et bonne fête de fin d'année.